Oh man, j'ai la bouche en feu. Je vais penser à toi quand je vais aux toilettes. Ah, mais by the way, tu m'as donné le défi de. Tu vas penser à moi! Oh, damn you! Bonjour tout le monde, bienvenue à Show Off, le show où mon invité et moi, nous dégustons des bouchées de poutine de plus en plus épicées. Aujourd'hui, je ne cacherai pas, j'étais un peu comme sous le choc, je suis tellement fier de recevoir le grand Georges Laraque. Ça prendrait une éternité de tout citer ce que tu as fait. Joueur de hockey professionnel, grand philanthrope, immense protecteur des animaux qui était vegan depuis au-dessus de 10 ans. Bienvenue, je suis tellement content que tu sois là, je trouve ça écœurant. Ben, merci de l'invitation. Puis non, ça a l'air intimidant quand tu regardes tout ça, mais je suis sûr que ça va être correct. Et moi, j'ai goûté, t'es bien plus intimidant que toutes les Moi, je trouve ça écœurant. Toute l'équipe de Show Off en ce moment, on est juste comme, mon Dieu, on a Georges Laraque. Sans rien enlever à tous les invités qu'on a eus. Je trouve ça tellement respectable que tu sois là, puis je vais faire de mon mieux pour te rendre fier, que tu parles, tu fasses pas que c'est un petit cave, ce gars-là. Non, mais ce que je trouve hot, c'est que tu m'as dit que si je viens faire le défi, tu allais devenir vegan. Cheers, Georges. Ah, t'en prends toi aussi? Ben, on le fait ensemble. Ah, tu prends le piment à chaque fois que tu le fais? Ben oui. Moi, T'es plus tough que moi. Ben, j'ai le cul en feu à chaque fois, mais c'est un plaisir que j'aime de plus en plus. Je vais être bien franc avec toi. Et je peux-tu lighter un lighter avec pour voir ce que ça fait? Tu vas voir après, on va flamber la ville au complet. Cheers. Cheers. Donc, Georges, t'es un vegan activiste pour, j'aurais goûté, la protection des animaux, en fait, contre la cruauté, plus précisément, depuis au-dessus de 10 ans, justement, comme on venait de parler. Qu'est-ce qui t'a le plus... Parce que moi, je sais, justement, avoir fait mes recherches, pourquoi t'as fait la transition, mais c'est pas tout mon auditoire en ce moment qui a tout le knowledge de toute ta vie au complet. C'est quoi le point marquant, justement, qui t'a dit, je vais changer mon alimentation, mon mindset par rapport à ça, puis de A à Z, aussi drastiquement que tu l'as fait? Mais quand j'ai écouté Terrien, ben, j'ai fait la narration française de Hurtlings Terrien. Tu vas dans l'Internet, sur YouTube, tu écris Terrien, mon famille, tu vas le voir. Mais j'ai vu Hurtlings, c'est Joaquin Phoenix qui fait la narration. Puis ça montre comment les animaux souffrent pour finir dans nos assiettes, comment c'est mauvais pour la santé, puis comment ça détruit l'environnement. Quand j'ai vu ça, pour vrai, je pensais pas que c'était si pire que ça, le sort des animaux par rapport à la nourriture, comment c'est fait, les abattoirs. Puis j'ai broyé pendant au moins 45 minutes quand j'ai écouté ça. Puis après le documentaire, quand j'ai fini de l'écouter, j'ai dit c'est fini. Moi, je suis une personne extrémiste. Si je fais quelque chose, je le fais à 100% ou je le fais pas. Puis quand j'ai vu Hurtling, j'ai dit that's it. Je deviens vegan du jour au lendemain. Puis tout de suite le lendemain, j'ai appelé Anne-Marie Roy, qui était une nutritionniste végane. J'ai dit je suis devenu vegan, je sais pas quoi faire. T'as tout jeté dans ton frigidaire, Ouais. je me rappelle, t'avais dit ça. J'ai dit débarrasser de tout. Puis j'ai dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Là, mon cheminement a commencé là, puis j'ai jamais regardé en arrière. C'est sûr que, parce qu'on dirait ma question c'était plus, je voulais gratter ça encore parce que assurément que t'as pas regardé ça par hasard. Tu devais avoir une espèce de petite curiosité qui venait te chercher avant ça. Une de mes amies qui est Sandrine, son nom, elle me disait écoute Earthlings. Elle me disait d'écouter ça. Puis là, je disais pourquoi? Elle disait parce qu'elle est végétarienne, puis elle dit tu vas voir, tu vas comprendre le sort des animaux, puis ça, puis j'étais là. Je m'en fous. Moi, il n'y a rien qui m'a fait arrêter de manger de la viande. Elle me dit écoute-les, tu vas voir, écoute-les. Puis là, j'ai dit je l'ai écouté jusqu'à l'arrêt de m'achaler, parce que ça avait pris comme 6 mois qu'elle m'achalait que je l'écoute. Puis finalement, quand j'ai écouté, j'étais là, wow! Elle avait raison, ça a changé ma vie. Cheers, Georges. Donc, Georges, j'ai été surpris d'apprendre parce que moi, tu sais, je suis né en 94, donc en 2004, j'avais juste 10 ans. À ce moment-là, en 2004, pendant le lockdown, t'es allé jouer en Europe, puis t'avais dit en entrevue que c'était une des plus belles années de ta vie que t'as passé là-bas. C'était quoi, un des moments marquants qui a fait qu'aller jouer en Europe, c'était le gros trip pour toi? Parce que quand j'étais joué à Stockholm, pendant le lockout, c'était des glaces olympiques là-bas. C'était en 2e division. Puis les gens là-bas se demandaient, parce que beaucoup de joueurs de la naissance sont allés jouer en Europe. Puis quand ils sont allés me chercher, le monde se sont dit à l'équipe, pourquoi on est allé chercher un homme fort pour les séries? Parce que moi, j'étais là-bas pour les séries. Puis cette équipe-là essayait de monter de division. Puis ils se sont dit, mais comment il va faire pour aider cette équipe-là? Puis quand je suis arrivé là-bas, il n'y a pas de bataille là-bas en Suède.
Puis moi, j'étais vraiment là. C'est encore de plus en plus dur à comprendre. Genre. Puis moi, j'étais vraiment là, tu sais, pour compter des buts. Puis, tu sais, je jouais 20 minutes par game, j'ai compté un but à tous les matchs, j'ai été l'MVP. Puis après les séries qu'on a gagnées, les médias se sont excusés, ils ont dit que c'était la plus belle signature que la Suède avait jamais fait. Puis le fait que dans le national, j'étais reconnu comme un homme fort, mais en Suède, dans une passion olympique, quand il n'y a pas de bataille, il n'y a rien, puis j'étais là pour scorer, dans un niveau professionnel, c'était incroyable. Puis quand j'ai dit que c'était le meilleur moment que j'ai eu, c'est que c'est la première fois que je me joignais à une équipe, puis j'étais là pour marquer des buts et non nécessairement pour défendre mes coéquipiers, puis c'était incroyable. Je les avais tellement touchés à cause de mon passage là-bas qu'ils m'ont fait revenir pour le 125e anniversaire, puis écoute, ils m'ont amené là-bas en Suède, puis les gens me chantaient. 2015, c'est ça? Oui, les gens m'avaient chanté des chansons, puis ça, c'était incroyable. Écoute, c'est fou, là. Cheers. OK. Dans les nationales, comme tu viens juste de dire, tu étais justement reconnu comme étant un gars méga imposant, intimidant, tu es là pour plus se battre que de scorer des buts. Même si le fait que tu détestais te battre avec des gens de peur de leur faire mal, justement, plus que juste le sport. Est-ce que tu aimais ton rôle de bodyguard un peu, comme t'étais le gars qu'on devait surveiller parce qu'on pouvait pas comme, venir picosser les patins de mon kid, mettons? Pour vrai, j'haïssais ça. J'ai toujours dit, j'ai jamais aimé ça me battre. Tu sais, me battre, c'est ce qui a fait que je me suis rendu à une nationale et j'allais rester là. Mais j'aimais pas ça, c'était pas mon tempérament, c'était pas ma personne. Mais ce que je me suis dit, si j'aime pas faire quelque chose, je suis bien être le meilleur à le faire. Parce que si je deviens le meilleur, j'aurais pas besoin de faire autant parce que les gens vont me craindre. Fait que c'est pour ça mon attitude de vouloir être le meilleur pour le faire le moins possible. Mais pour vrai, j'ai jamais aimé ça. On dirait que c'est comme un faux concept, les gens ils disent « Ah, c'est un gros batailleur », mais tu sais, en même temps, il y a une saison, tu t'es battu, je pense, 12 fois, de quoi de genre, tu sais, à travers 80 quelques games. Encore là, c'est parce que c'était plus t'étais plus comme un pilier pour dire « Écœurez pas mon équipe ». Non, mais c'est parce que plus t'es tough, les meilleurs hommes forts se battaient pas plus que ça. Boogaard se battait pas plus que 10 fois. T'as pas besoin, le monde avait peur. Dans le warm-up... Ils voulaient pas se battre. Non, dans le warm-up, le réchauffement d'avant-match, les hommes forts, ils nous disaient dans le warm-up, genre, je te jure, à soir, je vais pas frapper personne, je vais pas... S'il te plaît, viens pas me chercher, s'il te plaît, je ferai rien, je frappe pas personne à soir. Pas de problème. Puis là, je sais que cette game-là, j'ai un off. C'est tout le temps le même, là. Ah, Ou des fois, un homme fort dans le face-off est devant moi, il dit, genre, je vais te poser une question, on fait juste dire non, OK? T'as-tu une montre? Là, je fais ça, non. Il allait au banc, il disait, j'ai demandé, il a dit non. C'est donc des under! Parce que psychologiquement, si son équipe perd, puis il faut qu'il fasse de quoi, le gars, puis il me le demande au face-off, son équipe, tout le monde la regarde. S'il me pose une question, puis je dis non, bien, lui, il peut dire qu'il m'a demandé d'y aller, tu comprends? Moi, je dis non, parce que t'as-tu une montre, t'as-tu des triplets, t'as-tu... Moi, je dis non, puis je sais qu'il me demande ça parce que son banc la regarde. C'est fascinant. Puis le monde, ils disent, ah, il a fait sa job, il était demandé à la RAC n'a pas voulu. Ça arrivait tout le temps. Puis encore une fois, quand ça arrive, moi, ma job est faite. Le gars respecte mon équipe, j'ai rien à faire, parfait. Cheers! Cheers. Ça se passe super bien. OK. Pour en venir au combat, là, tu t'étais confié pendant l'entrevue où tu avais dit que les jours avant une grosse game où tu savais que tu allais devoir te battre, que c'était inévitable, tu vivais tellement d'anxiété que tu te rappelais même pas qu'est-ce que tu vivais au moment même. Tu pensais juste à la game qui s'en venait. C'est comment, mettons, d'être nommé par le Hockey News en 2003 comme étant le meilleur fighter? Comment tu fais pour vivre de quoi que t'es tant bon à ça puis c'est quelque chose qui te cause autant d'anxiété? Mais probablement, quand j'ai commencé à avoir la réputation d'être le meilleur, j'aimais pas ça, parce que tu deviens un target quand t'es le meilleur, puis tout le monde veut t'essayer, fait que c'est encore pire. Fait que c'était pas le fun d'avoir ça. Parce que tout le monde disait, ah oui, lui, il est meilleur. Fait que les jeunes qui faisaient ce job-là, qui voulaient être reconnus, puis faire leur équipe, ils disaient, ben, il faut que je me mesure à Georges. Puis je devenais comme la barre. Puis pour ça, tu sais, quand t'es un homme fort, on s'entend, c'est juste à la lutte que t'as des ceintures. Au hockey, il n'y a pas de ceinture, là. Quand le monde disait que j'étais le plus fort de la ligue, j'avais pas une ceinture pour ça, j'ai pas de récompense à cause de ça. Fait que c'était pas nécessairement le fun d'avoir ça. Moi, j'étais comme... Pour vrai, je m'en foutais de ça. Je m'en foutais de cet honneur-là. Moi, ce qui était le plus important, là, c'est le fait que j'étais reconnu comme la personne dans tous les hommes forts qui faisaient plus de points. Moi, là, à chaque année, si tu regardes les points des hommes forts, là, c'est moi qui faisais le plus de buts, le plus de points. Puis pour moi, c'était ça ma compétition. Je voulais montrer que du côté hockey, j'étais le meilleur de tous les hommes forts qui étaient en Ligue nationale. T'es le plus complet, ouais. Ouais, pour moi, ça, c'était le plus important.
Donc, Georges, quelqu'un comme toi, compétitif, avec des gènes à tout casser, t'as décidé de faire le tremplin vers le hockey, alors qu'au football, par exemple, t'étais littéralement une légende dans ton milieu. Pourquoi t'as décidé d'aller jouer au hockey puis de juste comme faire prouver aux gens, non, c'est plus important pour moi de vous prouver que vous avez tort que d'aller réaliser mon propre fun. Ça, c'est quelque chose qui me fascine de toi. Parce que quand j'étais jeune, je me suis tellement fait traiter de nègre toute ma jeunesse. Tout le monde me disait que j'allais pas réussir dans le hockey. Mes parents ne voulaient pas que je joue au hockey. Que quand j'avais un choix à faire entre le hockey, le soccer et le football, je me suis dit, si je choisis un autre sport que le hockey, je vais dire peut-être un autre joueur africain-américain qui va jouer un autre sport. Mais si je reste dans le hockey avec tous les obstacles que j'ai eus puis je réussis, je vais pouvoir être un modèle pour les minorités qui vont pouvoir percer dans le hockey. Fait que j'ai juste choisi le chemin le plus difficile. Puis je me suis dit, si je choisis pas ça, tout ce que je vais avoir vécu quand j'étais jeune, je vais avoir vécu pour rien. Fait que c'est pour ça que je l'ai montré à tout le monde qui disait que j'allais pas réussir. Le monde pensait que je suis pas capable de le faire, je vais le faire. Moi, j'étais convaincu quand j'étais jeune que j'allais devenir joueur d'athlète professionnel. Je ne savais pas encore quel sport. Mais je savais que ça allait arriver. T'avais le choix, tu sais. Dans tout ce que je faisais, que ce soit l'athlétisme, tous les sports que faisait soccer, j'étais le meilleur dans tout. Je savais que ça allait arriver. Tu sais, c'est comme... Tu sais, je sais que tous les jeunes disent toujours je vais être athlète professionnel un jour, mais moi, je disais pas juste ça. Je le savais. Puis quand j'étais jeune, je disais toujours au monde, à mes amis, à ma famille, qu'il faut que je choisisse le sport que je vais gagner ma vie avec. Puis finalement, avec tout ce que j'ai vécu dans le hockey, j'ai dit il faut que ça soit le hockey. Comme ça, je vais pouvoir prouver à tous mes dénigrants que la meilleure façon de les battre, c'est pas de me battre avec. J'étais jeune, de toute façon, que tu fasses contre des adultes qui crient, qui chantent des chansons de nègres dans les estrades pendant que je joue au hockey mineur, puis mes parents sont pas là parce qu'ils veulent pas jouer au hockey, fait qu'ils me supportent pas, ils sont pas au match. C'est de réussir. Puis quand tu passes à l'Union nationale, tu remercies tes dénigrants, tu dis je vous l'avais dit. Bonjour tout le monde, ici Mathieu Pellerin en direct du Centre Hi-Fi. Une annonce très spéciale aujourd'hui. On me dit dans l'oreille gauche qu'on reçoit aujourd'hui les totems Arrow en magasin pour une durée limitée. Ça part comme des petits pains chauds. Une qualité de son extraordinaire et un look d'enfer. C'est exactement ce que ça prend dans ton salon. Back to you, Joe. Donc, re-bienvenue pour le round 2 avec le beau Georges Larac. Jusqu'à maintenant, il a tout démoli. On va essayer de le bousculer un peu dans la bande, là. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Super, mais là, je sais que... Je le sens, là, maintenant. Là. Je sais que ça va être plus tough, ça ronde-là. On commence avec la petite Dirty Dicks ici. Cheers, ça va bien aller. C'est la première fois que j'en mange un. C'était juste des clean dicks. Et bonne réponse! Donc, Georges, oh my God! Quand que le Canadien a mis fin à ton contrat en 2010, t'as vraiment pas perdu de temps pour aller donner ton support en Haïti après les tremblements de terre. Je voulais te demander, est-ce que depuis justement que t'es allé là-bas à plusieurs reprises, as-tu été voir de tes yeux vus l'hôpital que t'as aidé à reconstruire là-bas en Haïti? Ben oui, j'ai été souvent. J'ai été 4 fois après la tragédie. Moi, c'est parce que quand j'ai été libéré, quand la tragédie est arrivée, mes parents sont en Haïti, moi je suis à Montréal, mais je jouais encore, puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour aider mon pays de natal, mes parents sont nés. Puis je me disais, qu'est-ce que je peux faire pendant que je joue au hockey, qu'est-ce que... Je pouvais rien faire en ce moment, puis je me sentais mal, parce que je voulais faire de quoi pour faire une différence. Puis quand j'ai été libéré, je me suis dit, tout arrive pour une raison. Ah, t'es fou, pour vrai! Puis là, je me suis dit, tout arrive pour une raison. La première chose que j'ai fait quand j'ai été libéré, j'ai travaillé avec l'Association des joueurs de la Ligue nationale, j'ai ramassé des millions. Puis c'est pas des Canadiens, des Américains qui ont été là-bas pour reconstruire l'hôpital. L'argent en Haïti avec des gens là-bas, oui, exact. les gens là-bas qui ont reconstruit l'hôpital. Parce que tu disais que les fonds qu'on donne ici vont souvent aller pour justement construire là-bas, mais en même temps, il faut que tu payes les gens qui travaillent là, qui sont payés plus cher parce qu'ils se déplacent là-bas. Ouais. Tu payes les transports, Ben tu oui, payes les c'est matériaux, au lieu de juste Les aider direct là-bas. Exactement, puis c'est ça qu'on a fait. On a reconstruit un hôpital, j'ai été 4 fois là-bas, j'ai amené Piquet Souben avec moi en Haïti, j'ai amené Dan Agnews avec moi en Haïti, un autre joueur de la Ligue nationale. Puis Pamela Anderson, je l'ai amené avec moi en Haïti. Puis tout du monde de même pour amener des gens des finances là-bas pour ramasser plus d'argent pour pouvoir faire une différence. Puis c'était parfait. Mon calling était fait. Puis c'était plus important en ce moment de m'occuper de faire quelque chose là-bas pour Haïti
que de jouer au hockey. Fait que c'était parfait que j'étais libéré. 1000%. Cheers, Georges. Ok. Tu as déjà complété 2 marathons jusqu'à maintenant dans ta vie. Déjà là, immense exploit. C'est justement un de mes buts personnels. Sauf que je sais que tu aurais comme but de faire potentiellement un Ironman dans le futur. Est-ce que, malgré le fait que tu n'es pas le meilleur nageur qui existe au monde, est-ce que c'est encore un but pour toi de justement rendre fier les gens de Sorel-Tracy, des records que tu as pu battre quand tu avais 10 ans au complexe sportif de Sorel? Bravo pour ton travail de recherche. Merci, Wow. mais moi je trouvais ça fou parce que tu avais dit en entrevue que au lieu de nager de même, tu nageais plus comme ça. Est-ce que c'est encore un but pour toi de faire un Ironman? Oui. Mon marathon, mon 3 ans, c'est parce que je vais faire en 4 heures. Parce que c'est celui que j'ai fait, mon meilleur, c'est en 4h59. T'étais magané. J'étais à l'hôpital les 2 fois. Première fois, ils m'ont dit 10 minutes de plus, j'étais mort d'une déshydratation extrême. J'avais des bosses partout dans le corps, j'étais déshydraté complètement. Mais ça, quand t'as dit ça en entrevue, je savais même pas que c'était possible. Ah, Quand non. tu déshydrates, t'as des bosses, puis t'avais bu comme 17 bouteilles d'eau, de quoi du genre? Non, le premier marathon, c'est parce que j'ai une décave de sauver du temps à pas arrêter pour boire dans les kiosques. Puis c'est la fois qu'il faisait super chaud. Puis moi, au poids de la pesanteur que j'ai, parce que c'est à 300 livres, je les ai fait le marathon, là. Puis oublie ça, là, il n'y a pas d'éléphants qui font des marathons de 300 livres. Mais bref. Comment quand t'as j'ai- pensé que c'était une bonne idée? Je comprends pas. J'ai sauvé du temps. Je vais aller plus vite. Puis finalement, j'ai pratiquement boité les 10 derniers kilomètres. Puis fait 4h59. Fait que là, je m'entraîne pour le faire en 4 heures. Mais là, mettons que tu fais une belle préparation, puis tu le fais avec ton cerveau Ouais, qui là, fonctionne, ouais, là, c'est ce que tu je vas fais. l'éclater 4 heures. Oui, là, c'est ce que je fais. Je fais une belle préparation, puis là, ça va être différent. C'est une bonne chance. Merci. Là, je sais que c'est celle-là que le monde réagit tout le temps, hein, c'est ça? Moi, j'ai rien dit, là. C'est là que le monde danse. Exactement, on va danser en... On va danser, mais on va chanter. Parfait. Cheers, mon Georges. Donc là, Georges, t'avais dit de lancer l'idée que tu pourrais potentiellement monter sur le ring avec notre boy Mike Tyson. Puis t'avais dit sur les réseaux que c'était 75% sûr que ça allait arriver. Là, j'ai plein de questions qui viennent par rapport à ça. First of all, comment t'as pu penser que c'était une bonne idée? Deuxièmement, est-ce que tu penses que ça va se produire dans le futur? Wow. Ça frappe plus fort qu'un coup de poing de Mike Tyson? Ouais. Parce que je vais t'aider un peu. Je sais que c'était pour potentiellement ramasser de l'argent pour une bonne cause. Right? Je vais une gorgée. Donc, comme je disais, Mike Tyson, c'est vraiment un bon gars, supposément. Parce que lui, il voulait faire une tournée mondiale, puis se battre contre des gens de Deuxième. plein... Tabarouette. Il voulait faire une tournée mondiale et se battre avec plein de célébrités de plusieurs pays. Et toi, tu t'es dit, crime, je pourrais me battre contre. Je sais que tu as envoyé une lettre, justement, à son agent pour rendre ça possible. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Là, genre, je parle pas beaucoup, là. Aide-moi. Et tabarnak, sérieux! Wouh! Écoute, j'aime mieux manger 10 coups de poing de Mike Tyson que de regoûter à ce piment-là. 10 coups de poing avec les mains dans le dos de Mike Tyson, le plus fort qui peut me frapper, que prendre ça encore de ma vie. Tellement que c'était fort. C'est pour dire que le show, c'est pas fake. J'ai le goût de dire que je pense. Non, mais ceux qui pensent, qui viennent, invite-les. Hey, écoute, ceux qui pensent que c'est fake, je vous paye une bouteille de bombe, mettez-vous ça sur la langue, vous êtes des vrais, on va voir si vous êtes des vrais. Il shake comme une feuille! Cheers! Parce que l'affaire, c'est que là, je goûte plus rien, juste la bouche en feu. Je comprends. C'est même ça marche. Non. Mon beau Georges, étant une vedette dans tout plein de milieux de la vie, t'es aussi un immense entrepreneur qui a énormément de succès. T'es aussi un copropriétaire de Rise et de plein d'autres compagnies qui marchent à 100 000 %. T'es aussi un gars que plusieurs gens, mon Dieu, ça me pique, plusieurs personnes t'approchent pour justement te lancer leur idée pour savoir si tu pourrais accrocher avec eux. C'est quoi ton processus justement qui va faire en sorte que tu vas plus accrocher à une idée qu'à une autre? Ben,
Moi, c'est sûr que tout ce qui est bon pour l'environnement, la santé, tout ce qui est éthique, c'est des choses qui viennent me chercher. C'est ce que j'aime le plus. Parce que j'aime dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, dans ces entreprises, que je touche des choses que c'est bon pour la société. Tu sais, c'est pas des choses néfastes, c'est pas des choses qui, pour les jeunes, que c'est mauvais. Puis c'est pour ça que quand tu essaies de donner l'exemple, tu essaies d'endosser des bonnes compagnies, des bonnes choses, puis c'est ce que j'essaie de faire dans tous les choix que je fais. J'ai eu des choix d'avoir des McDo, d'être commandité par Coca-Cola, des choses-là, mais pour la santé, c'est pas bon. Puis c'est pour ça que, même s'il y a des fois des opportunités que j'ai eues qui étaient super tentantes, super payantes, mais je me dis non. Depuis que je suis devenu vegan, j'ai des nouvelles valeurs qui se sont ajoutées à ma personne qui font en sorte que, non, si ça ne retrouve pas mes valeurs, je vais pas embarquer. Cheers! OK. Donc, Georges, là, en ce moment, c'est la dernière bouchée. Je veux finir ça en beauté avec toi. Tu es justement une des personnes les plus inspirantes du côté véganisme. Est-ce que tu pourrais parler à mon audience qui, justement, est curieux de tout ce milieu-là, puis est-ce que tu pourrais leur donner des conseils? Comment diminuer petit à petit notre consommation de produits animaux? Je comprends que t'es pas dans la meilleure zone de confort pour faire ça! Je veux te dire en premier que c'est une superstar. Il m'a cassé, il m'a knocké. Bravo. Merci, c'est gentil. T'es king. Oh man. J'ai la bouche en feu. Je vais passer à toi quand je vais aux toilettes. Ah, mais by the way, tu m'as donné le défi de. Tu vas penser à moi! Oh, damn you! Fait que pour les gens qui nous écoutent à la maison, je vais vous donner un petit truc pour vous aider à avoir une alimentation plus saine. Je ne vais pas nécessairement vous dire de devenir vegan du jour au lendemain, parce que je sais que vous n'allez pas le faire. Ce qui est important, c'est que vous mangez plus de fruits et de légumes. Parce qu'on s'entend, souvent les gens n'en mangent pas assez, puis c'est ça le plus gros problème. Dans ton assiette, il devrait y avoir beaucoup plus de légumes que de viande. Votre assiette, elle doit être plus alcaline. Parce que notre corps, la façon que notre corps est construit, c'est que tous les déchets que notre corps essaie de dégager, il essaie de dégager l'acidité. Puis quand vous mangez beaucoup de produits laitiers, de la viande, puis des boissons gazeuses, puis de l'alcool, toutes ces choses-là, c'est acide. Puis les maladies grandissent dans des milieux acides. C'est comme un pH d'une piscine, là. Avec ta langue, tu peux mesurer le pH de ton corps pour voir si ton corps est acide ou alcalin. Donc, c'est important dans votre alimentation que vous mangez plus de fruits et de légumes pour aider votre corps à s'alcaliniser, pour éliminer l'acide. Puis plus vous allez manger de légumes puis de fruits, plus votre corps, vous allez mieux vous sentir, puis vous pouvez tranquillement diminuer un peu la consommation de la viande. Parce que la viande, pour ceux qui en mangent, vous avez seulement besoin de 5 onces par jour. Puis ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les gens mangent trop à chaque repas. Puis ce que ça fait, c'est une accumulation de viande qui s'arrête dans vos intestins super longtemps. Ça se putréfie dans vos intestins. Et ça reste là pendant des semaines. Puis c'est ça qui n'est pas bon pour la santé. Puis ça cause des gaz, plein de problèmes. Puis je pourrais continuer quand même comme ça quand même assez longtemps. Mais juste vous encourager juste d'être plus sain. Puis penser à manger plus de légumes. Puis ça va vraiment vous aider au point de vue de la santé. T'es une machine, Bourré. T'es vraiment une machine. Merci tellement. Là, la façon que ça marche, c'est ton moment de show-off. Où est-ce qu'on peut te voir? Qu'est-ce qui t'attend? Là, c'est ton moment. Prends 30 secondes, tu parles à la caméra que tu veux. Écoute, qu'est-ce qui se passe avec Georges? C'est assez simple. Je suis à la radio tous les jours, 91.9, de midi à 3h. Le show Larac Gonzalez, puis un show de sport que je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Mais bref, la meilleure façon de me contacter, si vous avez besoin d'avis sur quoi que ce soit, c'est mon site web, georgeslarac.com. Tout ce que je fais est là-dedans. Mon email est là-dedans. Vous pouvez me contacter directement. Puis ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Puis si vous avez des collections de cartes à vendre aussi, j'évalue les lots, je les achète. Je vais venir chez vous, évaluer vos lots, l'acheter. Je fais tout. Je vais venir chez vous, pas de stress. Ouais, pas de stress. Merci, Georges. Merci de l'invitation. Gros bravo. Non, je veux pas de bravo parce que j'ai pas relevé le défi. Toi, tu l'as relevé, check! T'as pas pris une goutte! Je suis quand même fier, vrai. Mais en ce moment, ça bouille dans ma bouche. Donc là, t'as aimé ça? Krim, qu'est-ce que tu fais? T'as-tu like? Tu subscribe? T'entends tes amis? Qu'est-ce que tu fais? Sinon, là, je vais mettre de la Dirty Dicks dans ta bouffe. Puis tu veux pas de la Dirty Dicks dans ta bouffe, là. Come on! Subscribe! Ah, ça pique. Ouais, là, on a un moment, là. Hey boy! Mais c'était beau ce que tu disais. Ça me rendait émotif. Oh my god! Ah, là, je l'ai vraiment senti le step-up, là. Ah, tu sens que vous, c'est pas... Tu sais, plus que ça devient piquant.
Je commence à suer un peu là. On commence en chaud un peu, mais moi tout j'ai tout le temps un peu chaud Quelqu'un en face. partait dans le climatisé.